Chapitre 11 Errance. Cette nuit-là, Monsieur Paul a mal dormi. Un sommeil agité, peuplé de rêves étranges. Son père, sa mère et sa tata Marie-Hélène sont venus lui rendre visite. Leur langage était confus. Il s'est réveillé en sueur. Il a besoin de marcher, de réfléchir, de faire le point. Sortir, s'aérer la tête, sans oublier le précieux carnet. Mona lui a servi un café serré, mais il a décliné poliment la tartine beurrée. Le soleil est déjà chaud quand il se retrouve sur la petite place devant la pension. Il a vissé son panama sur son crâne et hésite. Droite, gauche, gauche. Être seul. Remettre un peu d'ordre dans son cerveau troublé. Monsieur Paul est un esprit clair. Il déteste le flou, la confusion, l'incertitude. Il dédaigne le quai et ses bouquinistes, trop bruyants, trop fréquentés. Il enfile la rue des Grands Degrés qui lui convient aujourd'hui, étroite, tranquille, bordée de grands platanes. Calmer la tempête qui l'agite. Ni les belles maisons en pierre blonde, ni la devanture de l'antiquaire ne retiennent son attention. Il avance, le regard fixe, le front plissé, en proie à une étrange agitation. Il pense à ses parents, à son père qui fut un phare. Aujourd'hui, il aimerait l'avoir à ses côtés, lui parler comme si de rien n'était, et à travers ses propos sans importance, il retrouverait un peu de sérénité. Dans les moments charnières de sa vie, lorsqu'il devait résoudre un problème professionnel délicat, Monsieur Paul lui rendait visite dans sa boutique du 19e arrondissement, ce quartier populaire de Paris qu'il affectionne. Au bazar secrétant. Une caverne d'Ali Baba où tout bricoleur était assuré de trouver son bonheur. Raymond Lombard n'avait pas pu se décider entre la droguerie et la quincaillerie, il avait donc ouvert une boutique dans laquelle ces deux spécialités se mêlaient. C'est ainsi qu'il l'avait baptisé Bazar, et comme il se trouvait en face du marché secrétant, il avait ajouté secrétant, de manière à situer son magasin avec précision. Il était très adroit de ses mains, à la fois menuisier, électricien, plombier et carreleur, suivant les besoins du moment. Cette virtuosité éblouissait le petit Paul. Cet homme-là était magique. Petit, il s'installait sur un tabouret bas que lui avait fabriqué son père et pouvait rester ainsi des heures durant, assis à côté de la caisse, à l'abri des regards, à observer le va-et-vient des clients et l'assurance avec laquelle Raymond Lombard plongeait dans un immense tiroir pour en retirer l'outil ou l'accessoire indispensable au bricoleur du dimanche. L'enfant se laissait bercer par des mots dont il ne comprenait pas le sens, mais dont la sonorité le transportait dans un monde inconnu. Serre-joint, pince à bec coudé, clé à molette, boulon de 12, marteau à 2 têtes. Il ne cherchait pas à connaître ces instruments aux noms curieux, il se contentait de leur musique. Il aimait aussi, par-dessus tout, l'odeur de la boutique. Un mélange subtil d'essence de térébenthine, de peinture fraîche, de savon de Marseille et de nettoyant au pin des Landes. C'était le parfum préféré du petit garçon, le pin des Landes. Son père lui avait d'ailleurs montré des photos de cette région lointaine, située en bas à gauche de la carte de France, entièrement recouverte d'arbres odoriférants, et où on entendait seulement le chant des oiseaux et le bruit du vent les soirs d'orage. Monsieur Paul continue dans la rue de la Bûcherie. Aujourd'hui, le refuge du bazar secrétant lui manque. Comme l'atelier de couture de sa mère, qui se trouvait à quelques mètres de la boutique paternelle. L'enfant passait donc aisément de l'une à l'autre. L'atmosphère chez sa mère était très différente. Lucie, c'était le prénom de sa mère, s'était spécialisée dans le flou. Elle n'aimait pas travailler les matières trop rigides comme le tweed ou le drap de laine. Non, ce qui la transportait, c'était les drapés, les robes de soie, la mousseline, le voile de coton. Tout ce qui pouvait laisser libre cours à sa fantaisie et à son imagination. Elle s'était entourée de 2 jeunes filles qui assuraient les finitions.
Elle était douée pour la coupe et taillait le tissu avec une dextérité et une audace qui effrayaient ses deux apprentis. Invariablement d'ailleurs, elle poussait un cri d'effroi. « Ciel, je me suis trompée !» Mais le coup de ciseau était parti et c'était trop tard. Et quelques secondes plus tard, elle partait d'un rire charmant et concluait « Eh non, tout va bien, tout va bien !» C'était un endroit très gai. On travaillait dans l'allégresse. Les filles étaient jeunes et insouciantes, et la patronne dotée d'un caractère enjoué et optimiste. Rien ne pouvait l'atteindre. Elle était douée pour le bonheur. Elle avait mis au monde ses 5 enfants sans presque s'arrêter de travailler. À peine sortie de couche, elle retournait à son cher atelier et épinglait avec habileté les plis creux, les plis plats, découpait les encolures, taillait des emmanchures tout en donnant le sein au petit dernier. Monsieur Paul entretenait une complicité avec sa mère. Ils se comprenaient. Aujourd'hui, il lui demanderait conseil, lui parlerait de ses ennuis. Pourquoi, sans raison objective, n'a-t-il envie de rien? Ni de manger, ni de boire. Marcher, réfléchir, chercher l'apaisement après cette soirée estivale où son esprit cartésien s'est peut-être laissé abuser. Il arrive place Saint-Michel. Il décide de l'éviter, trop de monde, trop de bruit. Il a besoin de calme. Il traverse la Seine. Le temps a passé. Son père et sa mère avaient vieilli. Son frère Marc, le cadet, avait repris le bazar au grand soulagement de Raymond Lombard, mais sa sœur Juliette n'avait pas la vocation couturière et Lucie avait donc cédé son atelier à sa seconde qui lui succéda avec enthousiasme. Tout s'était passé en douceur. Ses parents ont disparu, à quelques mois d'intervalle. Monsieur Paul s'en est trouvé désemparé. Ce n'était pas un chagrin ordinaire. C'était une perte de repère et aussi un grand étonnement. Il s'était imaginé que son père et sa mère étaient éternels. Monsieur Paul n'avait jamais réfléchi à la question. Ses parents étaient ses parents. Ils devaient être là, un point c'est tout. Que fait-il ici qu'est des orfèvres? L'endroit est calme au point d'en être sinistre. Les grandes fenêtres du rez-de-chaussée sont barrées de lourdes grilles poussiéreuses. Il retrouve la cour et ses voûtes, la lampe vénitienne. Tout y est. Monsieur Paul ralentit le pas. Il fait le tour du palais de justice. Souvenir, le grand escalier, entouré de 2 autres plus petits. Les 2 lions couchés, les statues, d'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Rien n'a changé. Monsieur Paul monte sur le terre-plein de la place Dauphine et s'assied sur un banc, sous les marronniers. Le temps est calme. À la mort de ses parents, il a quitté Paris. Il a rejoint sa sœur Juliette à Trouville. Il a éprouvé le besoin viscéral d'être proche de sa préférée. Aujourd'hui, le voilà de retour. Il inspire profondément. La majesté du palais, la beauté classique des maisons de la place, lui procurent un peu de sérénité. Il n'ira pas boire un verre chez Paul ni au caveau du palais. Le temps s'arrête. Il ouvre son carnet et écrit « Ce besoin de clarté et de vérité qui me taraude, pourquoi ne pas laisser couler les jours avec simplicité, en goûtant l'instant présent, sans se poser de questions? Je n'aurais peut-être pas dû venir. » Il a passé le reste de la journée à marcher dans Paris sans rien voir. Petit à petit, le calme est revenu. Il s'est arrêté dans une cabine téléphonique pour appeler Georges, au muséum. Rendez-vous a été pris pour le déjeuner du lendemain. Quand il est rentré à la pension, le soir tombait. La maison était silencieuse. Il s'est alors aperçu qu'il n'avait rien mangé de la journée.
tant mieux. Un jeûne de temps à autre ne peut pas faire de mal. Dans sa chambre, il s'est installé à la petite table et a pris des notes sur le petit carnet recouvert de cuir carmin. La nuit fut plus sereine. Son esprit se remettait à fonctionner normalement. Ses doutes de la veille se sont dissipés. Il a bien fait de venir.